judiciaire exercice 2024-2025 à la Cour de cassation a vécu ce jour. La cérémonie officielle s'est déroulée au Palais du Peuple en présence du chef de l'État. Les activités étaient paralysées ce mardi à Butembo, au Nord Kivu. Pour cause, les militants de la société civile Force Vive étaient dans la rue pour des manifestations en mémoire du triste anniversaire des tueries civiles. Enfin, 65 bus Transco partis en fumée ce mardi à l'entrepôt de Siforco au quartier 3 Massina. Un autre incendie a été signalé au 3e niveau du bâtiment qui abrite le supermarché Kin Marché et les lounge bar Platinum à la place commerciale à la 7e rue Limété. C'est l'heure de vous informer de partout où vous nous rejoignez. Bonsoir et bienvenue pour commencer. 65 bus Transco sont partis en fumée lors d'un incendie survenu ce mardi 15 octobre dans l'entrepôt des bus Transco au quartier 3 Massina. Cyprien Béré, directeur général de cette entreprise, explique que 95% de ces bus étaient des épaves. On en parle avec Affermi Vita. Du ministère des ITPR et de sa tutelle pour évacuer certains bus. Et la législation interdit qu'un bus soit vendu en entier. Il doit être vendu dépiécé, pour ne pas dire coupé. L'opération de vente a commencé timidement. C'est pourquoi aujourd'hui, un acheteur de bonne foi venait couper un ou deux bus qu'il a achetés, comme je dis tantôt. Je présume, les enquêtes peuvent nous dire plus, mais à première vue, il s'agit d'un défaut de prévoyance de celui qui coupait. Et comme vous le savez, c'est pas un peu, on appelle ça accident. Accident veut dire que ça arrive sans la volonté de l'homme. Il s'agit purement et simplement d'un accident. Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu brûlure, c'est-à-dire incendie de bus neufs, mais on a 5%, pour ne pas dire tous les bus qui ont pris feu, c'était déjà des bus réservés pour l'évacuation. D'un incendie à un autre, parlons de cet incendie l'avant-midi de ce mardi à la place commerciale à la 7e rue Limété. Le bâtiment qui abrite le supermarché Kin Marché et les lounge bar Platinum a pris feu au 3e niveau. Les enquêtes sont déjà lancées pour détecter l'origine du feu. Emeline Kambidion fait le point. C'est aux alentours de 10 h du matin qu'une grosse fumée noire a été constatée du haut du bâtiment qui abrite le supermarché Kin Marché et le lounge bar Platinum, situé à la 7e rue Limété, place commerciale. Quelques minutes après, c'est le feu violent. À en croire le communiqué officiel de Kin Marché, grâce à l'intervention rapide des services d'urgence, l'incendie a été maîtrisé sans causer de dommages à Kin Marché. Nous tenons à rassurer nos clients que Kin Marché reste entièrement opérationnel et ouvert. L'équipe a travaillé avec diligence pour garantir la sécurité de tous et nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer un environnement sûr pour nos visiteurs. Nous remercions les pompiers et les services d'urgence pour leur réactivité et leur professionnalisme dans la gestion de cette situation, dit le communiqué. Pendant le drame, quelques Kinois mal intentionnés ont tenté de piller le supermarché. Ils ont été dispersés par les retentissements de coups de balle tirés par les agents de l'ordre. Actuellement, aucun bilan officiel n'a été livré. En attendant, les enquêtes sont en cours pour élucider l'origine et établir les responsabilités. L'actualité, c'est aussi la rentrée judiciaire, exercice 2024-2025 à la Cour de cassation. La cérémonie officielle et solennelle a eu lieu ce mardi 15 octobre 2024 au Palais du Peuple en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, magistrat suprême. Dans son discours axé sur l'importance de la profession du greffier, le premier président de la Cour de cassation a plaidé pour la valorisation de ce métier. Témoin de l'événement, Nico Kassanda. Cette cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation, effectuée devant le président de la République, magistrat suprême, a été présidée par son premier président, le magistrat Élie Léon Ndomba Kabea.
Trois temps forts ont marqué cette audience, notamment le discours du bâtonnier national Maître Michel Chebele qui a tablé sur la protection de l'avocat dans l'exercice de sa profession. Le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondemambou a axé sa mercuriale sur la présomption d'innocence dans la phase d'instruction. La présomption d'innocence est avant tout un principe constitutionnel, un droit fondamental de tout citoyen, un principe cardinal de la procédure pénale dans un état de droit, et ce pour un procès juste et équitable. L'article 11.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Le premier président de la Cour de cassation s'est quant à lui appesanti sur le rôle du greffier. Dans le processus de traitement d'un dossier judiciaire, le greffier est celui qui accueille le justiciable ou son avocat à l'entame d'une procédure judiciaire. Ce premier contact est déterminant en ce que par lui prend forme l'orientation de la procédure à mettre en mouvement. Signalons que le chef de l'État, qui a un œil regardant sur la justice congolaise, a tenu personnellement à participer à cette audience de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation. L'on a également noté la présence du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, la première ministre, certains membres du gouvernement, les membres du Conseil supérieur de la magistrature et autres. Toujours en justice, parlons du procès ministère public contre le prévenu Erickson Enyengele, général de brigade de la garde républicaine et ses complices. La haute cour militaire a rejeté toutes les exceptions soulevées par les prévenus tendant à obtenir la liberté provisoire. La haute juridiction militaire a rendu son arrêt avant de dire droit à son audience du lundi 14 octobre à la prison militaire de Ndolo. Nico Kassanda revient. Dans son arrêt avant de dire droit rendu le 14 octobre 2024 à la prison militaire de Ndolo, la haute juridiction militaire a rejeté toutes les requêtes introduites par le prévenu tendant à obtenir la liberté provisoire pour des raisons de maladie et l'obscurité du libellé des préventions contenues dans leur mémoire unique. Déclare recevable en la forme tous les mémoires introduits par les prévenus et dit 1. Non fondé et rejette. Premièrement, les demandes de mise en liberté provisoire ou de levée de détention préventive ou de mal-levée de détention préventive formulées par les prévenus Nienzé André-Jacques, Goudjolo Mathieu, dit non fondé et rejette. Les exceptions d'obscurité du libellé de prévention soulevées par les prévenus Nyengeli Bakati, Goudjolo Mathieu, Kakundu Wakitima, Kassere Kassalumo. La haute cour militaire a par ailleurs décliné sa compétence à l'égard du prévenu Kassere Kamwenge, mineur d'âge. Diffonder l'exception d'incompétence de la haute cour militaire tirée de la minorité d'âge du prévenu Kassere Kamwenge et y faisant droit, décline sa compétence au profit du juge naturel de l'enfant mineur d'âge. L'arrêt avant de dire droit rendu, l'instruction de la cause va démarrer à la prochaine audience, fixée au lundi 21 octobre 2024, quant au fond. Autre titre, ouverture de la 75e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Genève en Suisse. La RDC a plaidé pour l'éradication de l'apatride et privilégie l'adoption du plan national de lutte contre ce phénomène. C'est le VPM de l'Intérieur qui a porté la voix de la RDC à ses assises. Regardez. Du haut de la tribune des Nations Unies à Genève en Suisse,
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani, a porté haut et fort la voix de la République démocratique du Congo devant les dirigeants de près des 100 États du monde au cours de la 75e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En République démocratique du Congo, les conflits armés continuent d'occasionner les déplacements forcés et massifs des populations, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Selon les statistiques du 30 septembre 2024, 1 063 997 réfugiés congolais ont trouvé asile principalement dans les pays limitrophes, contre 522 798 réfugiés vivant en République démocratique du Congo. À côté de cela, depuis le début de l'année 2024, près d'1,5 million de personnes sont nouvellement déplacées, portant à environ 7,3 millions le nombre de déplacés internes, essentiellement dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est presque l'équivalent de la population de plusieurs pays à travers le monde. Ces déplacements s'accompagnent parfois par des drames irréversibles, notamment le viol des femmes et des filles, l'insécurité alimentaire, la non-scolarité des enfants, ainsi que de nombreuses pertes en vies humaines. Le VPM de l'intérieur de la RDC a en outre salué les efforts inlassables et constants fournis par le HCR pour répondre aux défis des protections internationales des personnes déplacées de force. Le président du Sénat a proposé l'examen de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC avec le soutien de tous les délégués des parlements du monde. Jean-Michel Samalou Kondé a formulé cette demande lors de son intervention à la 149e Assemblée de l'Union parlementaire à Genève, en Suisse. Ces assises qui se tiennent du 13 au 17 octobre ont pour thème la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable. Nico Kassanda et Patrick Issot nous font le point. Jean-Michel Samalou Kondé a, au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exprimé l'intérêt que revêt la bonne utilisation et les services bénéfiques de la science, des nouvelles technologies et les innovations pour tous les pays du monde, car elles font partie intégrante de l'humanité et constituent le moteur de développement durable si on en fait usage positif pour ne viser que le bien-être social et l'amélioration des conditions de vie des populations. Quant à l'intelligence artificielle, elle requiert pour son développement les minerais stratégiques tels que le coltan, le niobium, le cuivre, le lithium, le cobalt et tant d'autres. La République démocratique du Congo, mon pays, est l'un des plus grands producteurs au monde de ces ressources. Le président du Sénat a saisi la balle au bond pour proposer l'examen de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC avec le soutien de tous les délégués de parlement du monde. La République démocratique du Congo n'est pas en mesure d'apporter, comme elle le souhaite, sa contribution au développement de l'intelligence artificielle à cause de l'agression, du pillage et de l'exploitation illégale de ces ressources naturelles, dont elle est l'objet de la part de certains pays voisins, en particulier le Rwanda. En effet, partout au monde, le progrès n'est possible que là où il y a la paix et la sécurité. C'est la raison pour laquelle ma délégation a proposé au titre de point d'urgence l'examen de la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sollicitons le soutien de tous les délégués des parlements du monde à cette 149e Assemblée générale de l'Union interparlementaire. Il s'y est d'indiquer que l'Union interparlementaire est une organisation mondiale des parlements dont le siège se trouve à Genève, un forum de dialogue, de coopération et d'action parlementaire.
Et puisqu'on parle de la sécurité, je l'ai annoncé en titre, journée sans activité à Butembo, Nord Kivu ce mardi. Les coordinations de la société civile Force Vive ont manifesté. C'était en mémoire du triste anniversaire des tueries civiles. Ces dernières ont appelé l'État à boycotter tout dialogue avec le Rwanda et lancer les offensives pour restaurer l'autorité de l'État. Dans cet élément, Anel Kamwanya, militant de la Lucha, nous fait le point. À cette occasion, nous avons appelé notre armée à mener des offensives contre les M23, des offensives contre les ADF qui continuent aujourd'hui 10 ans en train d'endeuiller la population congolaise. À travers cette action purement pacifique, nous avons commencé à Furu, c'est dans la partie nord de la ville de Butembo, et nous nous sommes dirigés vers le cadre de Rwanda. L'objectif d'aller à Rwanda, c'était de manifester notre soutien total aux forces armées de la République. Et après ça, nous sommes partis à la mairie où nous avons dit aux représentants du président de la République que la population de la ville de Butembo n'est pas d'accord avec toute négociation avec les M23 et elle a besoin des offensives. Aujourd'hui, négocier avec le M23 serait comme cracher sur toutes les personnes qui ont été tuées par le M23. C'est pourquoi nous refusons toute tentative de négociation avec les M23. Nous sommes prêts pour les offensives, pour que notre pays, notre peuple soit honoré, pour que notre intégrité territoriale soit vraiment protégée avec les forces armées de la République. Nous remercions toute la population de la ville de Butembo qui a répondu massivement à cette activité purement citoyenne et nous en appelons encore à toute la population congolaise de faire comme nous, afin de se mobiliser ensemble et donner encore de courage à notre armée afin de combattre l'ennemi. À cette occasion, nous avons aussi dénoncé la passivité de la communauté internationale qui ne cesse pas d'appuyer le Rwanda. Et pourtant, ce pays de Paul Kagame est en train de soutenir les M23 qui sont en train de tuer de paisibles populations, qui sont en train de violer et tuer des enfants à l'œil impuissant de la communauté internationale. La population de Butembo, la population congolaise met à garde toute tentative qui vise à faire de négocier avec les terroristes. La première ministre Judith Suminwa a reçu en audience la délégation des notables de la province du Haut-Touélé, conduite par Monseigneur Donatien Cholet. Sa délégation est venue solliciter l'accompagnement du gouvernement dans les préparatifs du 60e anniversaire du martyre de la sœur Marie-Clémentine Nengapeta Anouarité. Nico Kassanda et Patrick Issot, reportage. Cette délégation est venue solliciter l'accompagnement du gouvernement dans les préparatifs du 60e anniversaire du martyre de la sœur Marie-Clémentine Anouarite Nengapeta. C'est ce que rapporte Monseigneur Donatien Cholet. C'est autour du jubilé d'Anouarite et 60 ans de martyre d'Anouarite, un grand événement pour l'Église catholique, mais aussi pour la nation congolaise. Parce que les valeurs défendues par Anouarite, ce sont des valeurs que l'humanité doit promouvoir. Et c'est aussi pour le Congo une cause féminine de haute facture. Donc nous allons célébrer cet événement à Isiro au début du mois de décembre. Ça demande beaucoup de préparatifs pour lesquels l'Église, comme d'habitude, associe le gouvernement. Nous sommes venus voir Madame la Première ministre pour partager avec lui les cahiers des charges, nos préoccupations par rapport au pèlerinage que nous voulons faire en suivant les pas d'Anouarite, Kisangani, Wamba, Isiro. Il y a aussi le défi de la construction de grands sanctuaires en mémoire d'Anouarite. Et voilà ce qui nous a amené
a rencontré Madame la Première ministre. De son côté, la Première ministre a rassuré la délégation de son implication en mettant en place, dans un bref délai, un comité pour la bonne exécution des préparatifs, particulièrement la construction du sanctuaire à Isiro. Fille de l'Église, Judith Souminois a en outre réitéré la disponibilité de son gouvernement à accompagner l'Église catholique et promet d'être présente physiquement le jour de la cérémonie commémorative. Pour rappel, Marie-Clémentine Anouarite Ningapitam, assassinée le 1er décembre 1964, a été béatifiée le 15 août 1985 par le pape Jean-Paul II. Toujours à la primature, la Banque mondiale a disponibilisé près de 7,3 milliards de dollars américains dans la mise en œuvre de 22 projets en cours d'exécution en RDC. C'est le fruit du partenariat de cette institution de Bretton Woods et le gouvernement congolais. La situation a été passée au peigne fin entre la première ministre Judith Souminois et Anna Bjedre, directrice générale des opérations de la Banque mondiale, le lundi 14 octobre à la primature. Nico Kassanda et Patrick qui se reviennent. L'institution de Bretton Woods a disponibilisé près de 7,3 milliards de dollars américains dans la mise en œuvre de 22 projets en cours d'exécution en RDC. C'est ce qu'a constitué l'échange entre la première ministre Judith Souminois et Anna Bjedre, directrice générale des opérations à la Banque mondiale. Les deux personnalités se sont également apaisanties sur la disponibilité d'accélérer les investissements de cette institution financière internationale en vue de l'obtention des résultats rapides. Nous avons eu une excellente réunion avec son Excellence Madame la Première ministre et c'était une immense opportunité pour nous de pouvoir discuter ensemble sur notre partenariat fructueux. Nous sommes en train de mettre en œuvre environ 22 projets dans ces pays en RDC et nous avons environ 7,3 milliards de dollars à investir. Et nous avons parlé de comment accélérer ces investissements pour s'assurer que nous puissions obtenir des résultats plus rapidement. Mais nous avons également parlé des domaines d'importance et des domaines prioritaires à l'avenir. Et ces domaines comprennent, premièrement, pouvoir avoir une croissance inclusive qui pourrait créer des emplois pour la population, en particulier les jeunes. Certaines des opportunités qui vont permettre de créer les emplois, c'est de créer de ce qu'on appelle une valeur ajoutée autour des opportunités industrielles comme le secteur des mines, mais également le secteur de l'énergie. Nous avons également discuté de l'importance de l'environnement ou du climat des affaires pour que le secteur privé puisse jouer un rôle clé dans l'économie et également à créer des emplois pour la population. Notons que la Banque mondiale contribue à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie de la population de la République démocratique du Congo par le biais de l'éducation, de l'énergie, de la santé et d'autres services sociaux. Et puis le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et son collègue du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, ont organisé un briefing spécial le lundi 14 octobre dans la salle de presse RTNC 3 au menu des échanges avec la presse. Comment faire du portefeuille de l'État l'épine dorsale de l'économie congolaise? Reportage Nico Kassanda. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a d'abord défini le ministère du portefeuille comme étant celui qui gère certaines entreprises de l'économie détenues par l'État ou l'État est actionnaire. Au ministre du portefeuille de faire un diagnostic de la situation. Le ministère du portefeuille de l'État gère ces pans de l'économie détenus par l'État, dont l'État est actionnaire. Majoritaire, 100%, 55, 51%, 60%, et là où l'État est actionnaire, même à 5%, 10%, 20%, etc. Et donc vous allez distinguer, on va distinguer dans le ministère du portefeuille ce que nous appelons les entreprises publiques, où l'État est majoritaire, et vous avez les entreprises, les sociétés d'économie mixte, où l'État
est partenaire avec un ou plusieurs autres privés. Ils se sont mis ensemble pour pouvoir créer une entreprise. Mais le ministère du portefeuille de l'État gère aussi les participations indirectes. Exemple, vous avez une société d'État comme la GECAMIN, comme la SNEL. Cette société a la possibilité de pouvoir se joindre à un secteur privé ou à un privé pour fonctionner en joint venture. Il s'agit de participations indirectes de l'État. Vous avez aussi des concessions. Donc voilà cette panoplie d'actions ou d'intérêts de l'État qui sont gérés par ces ministères, qui a pour rôle de pouvoir gérer, prendre en charge l'administration et la gestion des entreprises du portefeuille de l'État. Sous d'autres cieux, ces ministères s'appellent ministère des entreprises publiques ou ministère des entreprises de l'État. Face à ces difficultés, le patron du portefeuille congolais a pris des mesures drastiques pour renverser la tendance. En santé, le taux de létalité du Mpox est évalué à 2% à la 40e semaine contre 2,2% la semaine précédente. C'est ce que rapporte le ministre de la Santé et qui fait état de 2418 cas notifiés, dont 579 confirmés, 50 décès et 174 guéris pendant la 40e semaine. Regardez. Le cumul des cas notifiés dans la semaine 40 fait état de 2488, dont 579 confirmés, 50 décès et 174 guéris, repartis dans les 25 provinces de la manière suivante. Au Sud Kivu, 967 cas suspects, 385 confirmés et 2 décès. Au Sankuru, 227 cas suspects, 0 confirmés et 6 décès. Dans la Chouapa, 212 cas suspects, 9 confirmés et 9 décès. Au Bazuélé, 202 suspects, 0 confirmés et 8 décès. Au Nord Kivu, 179 cas suspects, 42 confirmés et 0 décès. Au Kasaï, 131 cas suspects, 1 confirmé et 6 décès. Dans l'Équateur, 123 cas suspects, 26 confirmés et 1 décès. Dans la Chopo, 110 cas suspects, 0 confirmés et 6 décès. À Kinshasa, 87 cas suspects, 67 cas confirmés et 0 décès. Au Congo central, 46 cas suspects, 1 cas confirmé et 0 décès. À Mongala, 45 cas suspects, 18 confirmés et 2 décès. Dans le sud du Bangui, 7 cas suspects, 2 confirmés et 4 décès. Dans le Maïndombe, 14 cas suspects, 20 confirmés et 6 décès. Dans le nord Ubangi, 0 cas suspects, 6 cas confirmés et 0 décès. Dans le Kwango, 9 cas suspects, 0 confirmés et 0 décès. Dans le Kwilu, 11 cas suspects, 1 cas confirmé et 0 décès. Dans le Tanganyika, 6 cas suspects, 0 confirmés et 0 décès. Dans Lomami, 4 cas suspects, 0 confirmés et 0 décès. À Lualaba, 10 cas suspects, 0 décès et 0 confirmé. Au Maniema, 16 cas suspects, 0 confirmé et 0 décès. Dans le Haut-Uélé, 1 cas suspect, 0 cas confirmé et 0 cas décès. En Ituri, 8 cas notifiés, 0 confirmé et 0 décès. Dans le Kasaï oriental, 1 cas suspect, 1 cas confirmé et 0 décès. Dans le Haut-Katanga, 0 cas suspect, 0 cas confirmé et 0 décès. Notez que de la semaine première à la semaine 40, le cumul fait état de 33 306 cas notifiés, 6 739 cas confirmés et 1092 décès. Infrastructure, on en parle, réouverture du tronçon Boumakoka au Congo central. Le gouverneur de cette province, Grace Bilulonkwanga, s'y est rendu pour palper du doigt les résultats et échanger avec les usagers. Emily Kambidio revient. 33 jours seulement ont fallu aux techniciens pour redorer l'image du tronçon Boumakoka qui était en état de délabrement très avancé. Les usagers assistant à la réouverture du dit tronçon ont exprimé leur satisfaction à l'autorité provinciale venue donner le go. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui est propriétaire de la vision de la reconstruction de notre pays. Je ne peux que vous dire que demander à la population, lorsque les travaux commencent, les débuts ont toujours été difficiles, mais les instructions du gouverneur, que les travaux puissent se faire dans un laps de temps
et respecter la réglementation en matière de construction. Nous avons apprécié quand même les travaux que notre gouverneur il a fait, surtout pour nous les chauffeurs taximens. Parce que les embouteillages ont dérangé, ils sont contenus à l'IT. Nous travaillons dans des difficultés marquantes. Mais aujourd'hui, nous avons vu que la route est maintenant libre, Val, au Kotabouy malaise, aux autres malaise. Nous avons vraiment apprécié. C'est la preuve que quand on veut, on peut. En 33 jours, cette route a complètement changé grâce à la volonté d'un homme, le gouverneur de province, Grace Bilolo. Ne tuons pas la poule aux œufs d'or. Protégeons-les, c'est notre gouverneur. Notez que plusieurs infrastructures de la province du Congo central sont en train d'être réhabilitées pour ainsi faciliter la mobilité des humains et des marchandises. Et on termine avec cette bonne nouvelle sportive. La RDC est qualifiée pour la CAN Maroc 2025, ce après la belle victoire des Léopards face à la Tanzanie cet après-midi sur le score de 2-0. L'unique buteur de la partie est Meshak Elia avec 12 points. Les Léopards ont enchaîné leurs 400 victoires en autant de sorties pour la première fois de l'histoire. Shadrach Tenta. C'est une qualification anticipée pour les Léopards de la RDC. Les hommes de Sébastien Desabre étaient en mission commando à Dar es Salaam, s'assurer une qualification historique après 4 matchs. Une première dans l'histoire de la RDC. Après une première période difficile, la solution viendra du banc. Meshak Elia monte à la place de Silas Katompa. L'attaquant de Young Boys en Suisse ouvre le score à la 88e minute de jeu. La reprise, oh ça va retomber dans le but. Incroyable, la reprise d'Elia Meshak, l'homme capable de tout changer dans des rencontres. Ce but, certes tardif, est d'une importance capitale car il permet à la RDC d'entrevoir la qualification. D'autant plus que le même Meshak Elia récidive quelques minutes après son premier but pour assurer à la RDC la victoire et la qualification. Ça joue quand même avec Meshak. Meshak, mais il est fort, il est inspiré, on ne le découvre pas, mais ça fait plaisir de le voir aussi décisif dans un tel moment. Elia Meshak dans ses œuvres, le doublé pour plier l'affaire. 4 victoires consécutives, les hommes de Sébastien Desabre sont qualifiés à la CAN Maroc 2025 à 2 journées de la fin de ces éliminatoires. Une performance historique réalisée par cette nouvelle génération de Léopards qui est promis à un bel avenir. C'en est fini avec cette session d'information. En voici le rappel des principaux titres. La rentrée judiciaire exercice 2024-2025 à la Cour de cassation a vécu ce jour. La cérémonie officielle s'est déroulée au Palais du Peuple en présence du chef de l'État. Les activités étaient paralysées ce mardi à Butembo, au Nord Kivu. Pour cause, les militants de la société civile Force Vive étaient dans la rue pour des manifestations en mémoire du triste anniversaire des tueries civiles. Enfin, 65 bus Transco partis en fumée ce mardi à l'entrepôt de Siforco au quartier 3 Massina. Un autre incendie a été signalé au 3e niveau du bâtiment qui abrite le supermarché Kin Marché et les lounge bar Platinum à la place commerciale à la 7e rue Limété. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous rester fidèles. À demain.